Alors, optique géométrique. Donc, géométrique, comme son nom l'indique, on va travailler avec un modèle simple qui permet de retrouver, de donner les réponses à partir de constructions géométriques. Donc, c'est la géométrie du plan, du triangle, niveau collège ou peut-être pour certaines formules de trigo, ça remonte jusqu'à la première S. Bon, ça ne va pas dépasser ça, et c'est pour ça qu'en général on fait ce cours-là en début de première année. Ça ne vous demande pas mathématiquement beaucoup de formules nouvelles. Les seules que je vais introduire, que vous ne connaissez pas en maths, ben, on va les admettre, hein, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un modèle, et comme tout modèle, il a des limites. Donc je vous rappelle quand même rapidement les limites du modèle géométrique que vous avez vu déjà en principe en première S. Ces limites, vous les avez vues en terminale. Donc, je mets grand 1 rappel et je vais aller assez vite, sachant que vous avez des exercices corrigés que j'ai préparés qui sont sur Arch. Alors, je suppose qu'on vous a déjà parlé du système Arch. Normalement, vous êtes inscrit déjà sur le cours d'optique géométrique première année, parce que je fais aussi l'optique ondulatoire en deuxième année, et vous avez accès à un polycopier. D'ailleurs, à la fin de l'heure, il faudra que je vais mettre ce polycopier au fond. Voilà, vous avez quelques pages de polycopier qui vous permettent de revoir d'une autre façon ce que j'ai raconté aujourd'hui et puis sur les 3 séances suivantes. Vous pouvez déjà faire, pour vous rassurer, pour vous entraîner, les exercices de construction. Je le mets ici. Les constructions 1, 2, 3, 4, 5 et 11. Voilà, donc vous avez un objet, vous avez une lentille avec des foyers. C'est une lentille convergente, parce que en première S, on ne fait que ça, je crois. Et on vous demande à chaque fois la position de l'image. Hein, donc vous construisez. Bon, je ne vais pas commencer par ça. Moi, je vais commencer par les bases de l'optique, hein, pour savoir la loi de Descartes, que vous avez vu encore avant. Je vais remonter peu à peu aux lentilles. Mais ne vous empêchez pas de faire ça, c'est de la révision. Voilà. Donc, j'en étais à rappel. Et je vous disais, on va d'abord rappeler les limites du modèle de l'optique géométrique. Alors, ces limites, elles apparaissent déjà quand on se demande quelle est la nature de la lumière. Donc, avant même qu'il y ait des expériences qui soient faites, eh bien, il y a eu des hypothèses faites sur la nature de la lumière. Donc, il y a eu des physiciens très célèbres, hein, Newton, un des premiers grands physiciens, qui pensaient que la lumière avait une nature corpusculaire, c'est-à-dire des petits morceaux de matière très petits, donc avec un comportement particulier, mais des morceaux de matière qui se déplaçaient. Hein, donc, c'est le modèle corpusculaire, donc qui n'est pas complètement faux, parce qu'on va revoir ça plus tard dans l'histoire avec la notion de photons. Mais ce modèle corpusculaire, à l'époque, ne permettait pas d'expliquer autant de choses, notamment quand on faisait des expériences d'interférence et de diffraction, ce modèle corpusculaire, il ne marchait pas trop bien. Et à l'époque, donc, il a été vite remplacé par un modèle ondulatoire. Hein, donc, j'ai fait un grand A, modèle ondulatoire, mais je vais juste rappeler quelques formules que vous connaissez bien, en principe. Donc, ce modèle ondulatoire devient nécessaire dès qu'on veut interpréter certaines expériences. Donc, ces expériences, typiquement, c'est des expériences de diffraction que vous avez déjà vues au lycée, des expériences d'interférence qui ont été remises dans le programme il y a quelques années en terminale. Bon, et ces expériences ne peuvent être interprétées qu'à partir d'une explication basée sur le fait que la lumière est une onde. Alors, depuis un peu plus de 100 ans, depuis Maxwell, 1870 à peu près, on sait que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Onde électromagnétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Onde électromagnétique, on décompose le nom, onde, hein, vous connaissez, propagation d'une perturbation sans déplacement de matière, de toute façon on est dans la lumière, hein, pas besoin de matériaux, le milieu peut être le vide, ça se propage quand même, ce qui était assez dur à admettre quand même à l'époque. Électro, il y a un champ électrique, ça je crois que vous connaissez,
Sinon, de toute façon, cette année, on va bien vous faire retravailler sur la définition. Puis il y a un champ magnétique défini en tout point de l'espace et qui sont perturbés au passage de cet onde. Ils sont perturbés de manière extrêmement rapide. Typiquement, pour la lumière visible, ce champ électrique et ce champ magnétique oscillent tous les deux à la même fréquence, de l'ordre de 10 puissance 15 fois par seconde, 10 puissance 15 Hz. Ça, c'est pour l'ordre de grandeur pour le visible. Alors, les formules que vous connaissez, ou les valeurs que vous avez apprises pour le bac, en principe, vous savez que dans le vide, la lumière a une vitesse bien connue. C'est à peu près 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. Bon, on sait la mesurer bien précisément grâce à des expériences d'interférence, hein, et on arrive à avoir à peu près 9 chiffres significatifs, c'est-à-dire le nombre exact ici, ce qui fait qu'on a appris maintenant pour habitude en sciences, en physique fondamentale, de définir le mètre à partir de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'un jour, on a défini, ne l'écrivez pas, voilà. Ça, c'est la valeur exacte. Et quand je dis exacte, ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule derrière. C'est la valeur de la vitesse de la lumière, par définition. Et ensuite, le mètre, on se débrouille pour définir le mètre à partir de cette valeur-là. Donc historiquement, on a essayé de mesurer le plus précisément possible la vitesse de la lumière, ça tombait à peu près là-dessus. On a arrêté cette valeur-là, et c'est à partir de là maintenant qu'on définit le mètre. Bon. Ce qui est remarquable là-dedans, ce n'est pas ça, ça c'est une histoire de convention. Ce qui est remarquable, c'est que cette vitesse-là, dans le vide, ne dépend pas du référentiel. Je vous rappelle que c'est un truc de fou, ça. C'est extraordinaire, c'est incompréhensible, sauf en relativité restreinte. Donc, je sais que dans le nouveau programme de terminale, vous avez un petit aperçu de l'explication correspondante. Bon, moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça ne sert pas directement. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est le lien entre la vitesse et la longueur d'onde. Alors, ce que vous avez vu, donc pour toutes les ondes, vous avez vu que pour une onde sinusoïdale de longueur d'onde lambda et de période t, vous avez une relation comme ça, V égale lambda sur t. Donc si vous hésitez un jour entre ces trois paramètres, est-ce que c'est lambda t, tout ça, déjà le premier réflexe, c'est calcul dimensionnel. Une vitesse, c'est toujours une longueur divisée par un temps, ça semble raisonnable. Donc on ne peut pas avoir lambda fois t. Vous voyez, c'est ça le premier réflexe à avoir. Bon, après, pour le retenir aussi, sans avoir à le retenir par cœur, une petite image mentale de ce qui se passe. Si vous avez du mal à retenir ce genre de truc, imaginez des vagues qui se propagent à la surface de l'océan, puisque ce que je raconte là, c'est vrai pour toutes les ondes. Ces vagues, elles se déplacent vers la droite. Voilà. Ça, c'est le sens de propagation de l'onde. Eh bien, imaginez une bouée qui se trouve là au sommet de la vague. Si toutes les vagues régulières se déplacent de gauche à droite régulièrement, sans changer de vitesse, on se rend bien compte que la bouée, elle va d'abord descendre, puis après elle va remonter à sa position initiale. Bon, ça va prendre une certaine durée t. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? La vague de gauche est arrivée ici. C'est-à-dire que l'onde, globalement, s'est déplacée justement la longueur d'onde lambda. Donc tout de suite sur un schéma comme ça, on voit la vitesse, c'est quoi? C'est la distance divisée par le temps. Quelle distance est parcourue? C'est lambda. Quel temps? La durée d'une oscillation, c'est t. Donc V égale lambda sur t. Bon, essayez d'avoir des petits trucs simples comme ça à chaque formule. N'apprenez pas par cœur V égale lambda sur t. Moi, je crois que je serais incapable de retenir ça comme ça, sans avoir une petite image à côté. Bon, vous avez dû définir aussi la fréquence. Quand je vais mettre un petit delta comme ça veut dire par définition, égal par définition. Bon, il y a des bouquins de physique qui ont une autre convention, c'est ça. Bon, ça j'évite un peu parce que en maths, ça veut dire aussi modulo. Et en physique, ça peut servir les modulos. Bon, donc, je vais éviter. Delta, par définition. Donc, F égale par définition, vous savez que c'est l'inverse de la période. Si la période est exprimée dans l'unité du système international, la seconde, forcément, la fréquence est en seconde moins 1. Et puis, seconde moins 1, comme c'est assez courant les fréquences, on a aussi baptisé avec le nom Hertz, un des physiciens allemands 19e siècle.
Donc retenez au passage que quand vous avez une majuscule sur une unité, ça veut dire qu'il y a un physicien, il y a un nom propre derrière. Kelvin, c'est un grand K parce que c'est un physicien qui s'appelait comme ça. Si vous avez un petit K, ça veut dire kilo. Donc c'est un indice, il suffit de penser à ça, vous ne confondrez pas petit K, grand K, etc. Voilà, donc en Hertz. Du coup, la formule qui est au-dessus, ça fait que V égale lambda F. Bon, je rentre dans l'optique maintenant. En optique, vous avez des milieux transparents qui sont caractérisés par certains indices de réfraction. Donc, dans un milieu transparent d'indice, sous-entendu de réfraction, vous connaissez le mot, d'indice n, eh bien, la lumière se propage à la vitesse c sur n. Voilà. Alors, vous verrez l'année prochaine, en réalité, ce qui se passe, c'est que la lumière continue à se propager à la vitesse c, comme partout ailleurs, quand elle arrive dans le milieu, mais en fait, ce qui se produit, c'est qu'il y a des interférences, un très grand nombre d'interférences entre les ondes réémises par tous les atomes qui sont frappés par l'onde incidente, et la superposition de ces interférences se comporte comme une onde qui se propage seulement à la vitesse c sur n. Bon. On ne va pas travailler sur l'interprétation, vous avez juste à savoir ça, V égale c sur n, et on peut faire le lien avec la fréquence. Quand vous changez d'indice de réfraction, c'est-à-dire quand vous passez d'un milieu à un autre milieu, la fréquence ne change pas. Donc je le remarque importante, F ne change pas. Ça c'est important. Quand on change de milieu, j'ai mis quand en abrégé, quand on change de milieu transparent, c'est-à-dire quand on change d'indice de réfraction, F ne change pas. Bon, en gros, à quoi ça peut correspondre? Quand vous avez des vagues de houle, par exemple, sur l'océan, les vagues de houle, ça va assez vite, du genre 50 km/h. Parce que le sol est loin. Et quand cette vague arrive sur la côte, eh bien la profondeur diminue et on montre en mécanique des fluides, vous verrez en deuxième année, que dans ce cas-là, la vitesse de propagation diminue aussi. Bon, mais si vous êtes en train de compter les vagues sur un bateau qui n'est pas loin de la côte, qui est à 500 mètres de la côte, là où c'est encore profond, vous allez vous allez compter une vague toutes les 10 secondes. Si vous êtes sur la plage, vous aurez aussi une vague toutes les 10 secondes. Donc même si le milieu change, même si la vitesse des ondes change, la fréquence à laquelle arrivent les vagues ne change pas. La fréquence de l'onde ne change pas. C'est la même chose pour la lumière. Pour les ondes mécaniques, la lumière, c'est comme ça. Donc F ne change pas, à bien retenir. Par contre, la vitesse change, ça veut dire que lambda va changer aussi. Si vous regardez ici V égale lambda F, je vais l'écrire. Or, si vous êtes dans le vide, dans le vide, j'ai écrit un petit peu en abrégé, dans le vide, vous avez la vitesse de la lumière qui vaut C, c'est lambda vide fois F. Et dans le matériau d'indice N, à comparer à V égale lambda F. Et V, je viens de dire que c'est C sur N. Voilà. C sur N, je reprends la formule qui est ici. Qu'est-ce que c'est que C sur N? Donc c'est lambda vide fois F sur N. Voilà. Donc on compare l'expression qui est à gauche à l'expression qui est à droite. F se simplifie et on s'aperçoit que forcément on doit avoir lambda dans un matériau d'indice n qui est égal à lambda dans le vide sur n. Donc pour résumer, la fréquence ne change pas quand on change de matériau transparent, mais la vitesse change et la longueur d'onde change. Alors, point de vue culture générale, vous avez dû apprendre au lycée le domaine du visible. Donc, quand vous avez, pour parler du domaine du visible, on parle des radiations monochromatiques. Il faut encore que j'en parle rapidement. Donc, si vous avez une onde sinusoïdale, on dit qu'on a une radiation monochromatique.
donc pour laquelle la fréquence est bien définie. Bon, et à une fréquence est associée une certaine couleur. Donc la couleur, c'est une invention du cerveau. Mais si on prend les radiations monochromatiques, donc il s'agit dans ce cas des couleurs dites de l'arc-en-ciel, à une couleur dans l'arc-en-ciel correspond une onde monochromatique sinusoïdale et une couleur, une longueur d'onde précise. Bon, radiation monochromatique, donc vous devez savoir que pour qu'on voit quelque chose, c'est le domaine du visible, il faut avoir une longueur d'onde dans le vide qui est comprise en gros entre 400 et 700 nanomètres. Bon, c'est un peu pour simplifier. Il y en a d'autres qui vont mettre 350, 720, des choses comme ça. Bon, après, en fait, ça dépend de qui regarde. Hein. Je vous ai dit, c'est une invention du cerveau, tout ça. C'est un peu de la physiologie. Hein. Donc, ça dépend de qui regarde. Ça dépend si c'est un animal ou nous, d'ailleurs. On n'a pas toujours les mêmes domaines de visibilité. Hein. Bon, donc, vous avez par exemple tous les animaux nocturnes, et ils voient bien dans l'infrarouge, hein, donc c'est pour des longueurs d'onde plus grandes que 700 nanomètres. Voilà. C'est un ordre de grandeur qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Alors, est-ce que j'ai fait le tour là-dessus? La fréquence, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, la fréquence, mais vous le savez, on la note aussi des fois nue. Remarque, notez nu de temps en temps. Voilà. Et dernière remarque, conformément au programme, vous devez savoir, parce qu'on va quand même voir quelle est l'incidence sur l'optique géométrique, vous devez savoir que l'indice de réfraction peut dépendre légèrement de la fréquence concernée, de la radiation concernée. Donc c'est ce qu'on appelle la dispersion de la lumière dans un certain matériau. C'est le fait que l'indice de réfraction dépende légèrement de la longueur d'onde lambda. Bon, c'est une variation qui est très fine. Hein. Souvent, on a l'indice de réfraction, en général, l'indice de réfraction augmente quand on va du rouge vers le bleu, c'est-à-dire quand lambda diminue. Il y a une loi qui est d'ailleurs officiellement au programme. Moi, je ne vais pas vous embêter avec ça, hein, pas vous embêter avec ça alors que vous n'avez pas encore fait l'optique ondulatoire, vous ne pouvez pas savoir d'où ça sort, mais il y a une loi que je dois vous donner, c'est le fait que expérimentalement, on a trouvé, avant d'ailleurs de comprendre d'où ça sortait, on a trouvé que la variation était de ce genre-là, A et B étant deux constantes. Donc vous voyez que si lambda diminue, ben, n augmente. Voilà. Donc ça, vous comprendrez seulement l'année prochaine d'où ça vient. C'est en rapport avec les oscillations des électrons qui constituent le milieu et qui réémettent, eux, une onde électromagnétique. Bon, arrêtez-moi s'il y a un truc vraiment... oui. La dispersion, c'est comme l'indice de réfraction. La dispersion, c'est le fait que n, l'indice de réfraction, dépende de lambda. Donc je l'écris vraiment en abrégé pour éviter de faire toute une phrase. Bon, et c'est là que la vidéo peut servir si vous vous rendez compte quand vous relisez votre texte que vous n'avez pas compris ce que je veux dire par là. J'ai juste dit, mais c'était un peu long. La dispersion, c'est le fait que n dépende de lambda. En pratique, voilà ce qu'on observe comme variation. Et en théorie, vous devez même apprendre par cœur ceci. Bon, moi, en première année, je ne vois pas l'intérêt puisqu'on va commencer à faire de l'optique géométrique et puis vous n'avez pas le modèle derrière. Hein, vous ne savez pas d'où ça sort. Donc, je ne vous demande pas de l'apprendre. Bon, ces variations sont très fines. Hein. Je vous donne quand même quelques ordres de grandeur. Typiquement pour l'eau, par exemple, c'est 1,33. Alors, les indices de réfraction des milieux qu'on va utiliser, les milieux classiques, sont tous supérieurs à 1. Donc, si vous trouvez un indice de réfraction inférieur à 1 dans un exercice, je vais vous dire, ah, il y a un petit problème. Vous pourriez vous dire, d'ailleurs, pourquoi est-ce que quelqu'un voit pourquoi, a priori, ça peut poser problème? Oui, si n est inférieur à 1. Pour la vitesse de la lumière,
ne va pas être supérieure à 3, fois 10 puissance. Voilà. C'est impossible. Voilà. Hein, vous avez, si n est inférieur à 1, vous appliquez la relation de Descartes que je viens d'effacer, V égale C sur n. Vous dites, tiens, dans ce milieu-là, la lumière devrait se propager à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, hein, ce qui pose problème, comme vous le savez bien. Bon. Alors, il se trouve que, bon, mais ça vous verrez plutôt en deuxième année, il se trouve que ça ne pose pas vraiment de problème, et on arrive effectivement à fabriquer des milieux, artificiellement, qui ont un indice de réfraction inférieur à 1. On arrive même à fabriquer des milieux qui ont un indice de réfraction négatif. Bon, on verra, si j'ai un petit peu de temps, on verra ça après. Mais l'explication, ce sera plus tard, hein, bien plus tard. Alors, j'en étais à l'indice de l'eau. Alors, pourquoi l'indice de l'eau? Pour vous dire à peu près, en gros, hein, l'intervalle de variation en fonction de la longueur d'onde. Pour l'eau, en fait, l'indice de réfraction de l'eau pour le bleu moins l'indice de réfraction de l'eau pour le rouge, c'est à peu près égal à 0,06. Voilà, à comparer à 1,33. Donc, c'est des variations qui sont assez fines. Voilà un exemple numérique de dispersion. Voilà, ça s'appelle la loi de Cauchy, mais je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur. Alors, les applications numériques, vous verrez dans les exercices. Hein, j'ai un premier exercice corrigé où je fais travailler sur le laser d'Obi-Wan Kenobi. C'est un peu cinématographique. Vous verrez tout de suite si vous avez compris ça. Grand B, je ferai un petit paragraphe, le modèle corpusculaire. Donc initialement proposé par Newton, mais justifié seulement par des expériences du XXe siècle ou de la fin du XIXe. Donc typiquement les expériences qui ont permis d'aboutir à ce modèle corpusculaire proposé par Einstein en 1905, c'est l'effet photoélectrique. Hein, donc expérience, effet photoélectrique. Bon, l'effet photoélectrique, c'est le fait que on parvient à éjecter les électrons d'un métal seulement si la radiation incidente, supposée monochromatique, a une longueur d'onde qui n'est pas trop grande, et ce, indépendamment de l'intensité lumineuse. Bon, alors je ne vais pas faire le détail de cette expérience, vous pouvez regarder sur Wikipédia pourquoi ça a la conséquence suivante, hein, l'idée qu'en a tiré Einstein, c'est que la lumière ne peut apporter son énergie à un matériau que par paquet, et à une fréquence donnée correspond une certaine quantité d'énergie, en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Donc cette quantité d'énergie qui arrive par paquet, qui ne peut être échangée que par petit paquet d'une certaine quantité minimale, c'est ça qu'on appelle le photon. Hein, donc bon, vous connaissez le mot, vous avez même fait quelques exercices normalement en chimie et en physique au lycée. Donc l'énergie du photon, je vous rappelle la formule, E égale h nu, donc le nu hein, qui représente la fréquence, comme j'ai dit tout à l'heure. E, c'est une énergie, donc bien sûr en joules, la fréquence en hertz, hein, ou en seconde moins 1. Du coup, bien sûr, la constante de Planck, allez, je rappelle qu'elle est toute petite, hein, 6,63 10 puissance moins 34. Elle est forcément exprimée en unité du système international, puisque je l'ai utilisée là et là. Donc si on fait le rapport des deux, on voit bien que c'est des joules multipliés par des secondes. Joule fois seconde. Voilà, c'est ce qu'on appelle une action hein, en physique. Voilà, juste un petit ordre de grandeur hein, pour la lumière visible. L'ordre de grandeur de l'énergie d'un photon, c'est quelques électronvolts. Et puis vous verrez l'année prochaine, dans une petite introduction à la mécanique quantique, qu'en fait cette formule peut s'appliquer aussi à la matière, hein, avec des restrictions que vous verrez donc l'année prochaine. Voilà, alors j'en arrive enfin au modèle géométrique. Bon, donc je vous ai dit grand A et grand B, ce sont des limitations du modèle géométrique qu'on va utiliser maintenant.
Donc il est pratique, il permet de faire des prévisions assez rapides. Et si on devait tout le temps tenir compte de la réalité, qui est en fait une composition du modèle ondulatoire et du modèle corpusculaire, ce serait tout de suite beaucoup plus compliqué. Hein. Et c'est ce que vous ferez en partie en deuxième année. Donc, on va se placer dans des conditions dans lesquelles n'apparaissent ni le caractère ondulatoire, ni le caractère corpusculaire de la lumière. Alors, on ne voit pas le caractère corpusculaire parce que l'énergie de chaque photon sera relativement petite et parce qu'il y aura beaucoup de photons. Quand il y a beaucoup de lumière, mais quand chaque photon a une petite énergie, le caractère corpusculaire, on ne le voit pas tellement. Modèle ondulatoire, pourquoi est-ce qu'on ne va pas le voir? Je vous rappelle que ça intervient quand on fait des interférences ou de la diffraction. La diffraction, quand est-ce que ça intervient? Quand les obstacles à traverser sont de l'ordre de grandeur, en taille, de la longueur d'onde. Bon, nous, on va se placer dans l'approximation inverse. On va toujours considérer que la longueur d'onde sera toujours très petite devant la taille des obstacles éventuels traversés. Typiquement, une lentille, voilà, ça va faire 5 cm de diamètre. La longueur d'onde, vous avez quelque chose qui est en dessous du micron. Hein. Donc, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc, on va négliger ces problèmes-là et on va pouvoir traiter les problèmes à partir de constructions géométriques. Alors, pour justifier ça, expérience toute bête, ça consiste à créer à partir d'une source ponctuelle. Voilà, je mets ici S, source ponctuelle, source lumineuse ponctuelle. Alors dans ces schémas, je ne décris pas tout à fait la réalité. La réalité expérimentale d'une source ponctuelle, c'est quoi? Vous avez un tout petit trou dans un papier, dans un carton bien opaque. Faites un tout petit trou et à côté de ce petit trou, vous mettez une lampe bien puissante. Par exemple, une lampe à arc. C'est ce qu'on sait faire de plus puissant. Bon, si le trou est suffisamment petit, vous avez créé quasiment une source ponctuelle. Cette source ponctuelle, elle va rayonner dans toutes les directions, a priori. Si vous mettez juste devant votre source ponctuelle, vous placez un deuxième écran, opaque, eh bien vous allez limiter l'éclairement. Ici, vous avez de la lumière qui va partir dans toutes les directions. Et sans parler déjà du rayon lumineux, si vous limitez la lumière produite par la source ponctuelle et que vous observez ici sur un écran, allez, je vais le faire un petit peu en 3D, l'écran, eh bien vous observez une tache lumineuse qui a à peu près cette tête-là. Bon, vous allez dessiner mieux que moi, quelque chose comme ça, bien rond, aux bords nets. Voilà, des bords nets. Bon, donc, quand vous voyez le rond sur l'écran, je vous rappelle qu'en général, si on fait cette expérience-là, on ne voit rien ici. On voit que le rond sur l'écran. On voit que la tache lumineuse sur l'écran. Hop, je la fais avec des petites hachures. Alors pourquoi on ne voit rien ici? Parce qu'il faut se rappeler quand même que si vous voyez de la lumière, ça veut dire que vous avez de la lumière qui arrive directement dans votre œil à vous, qui se dirige vers votre œil. Ce n'est pas le cas ici. Donc, l'interprétation qu'on a de cette expérience-là, l'interprétation toute simple, c'est que on peut considérer que la source lumineuse envoie de la lumière dans toutes les directions et qu'une fois envoyée dans une certaine direction, elle s'y tient et que ceci, c'est un cône, on parle de faisceau de rayons, un cône composé de rayons lumineux. Bon, c'est un modèle, c'est approximatif. Donc, c'est un modèle dans le sens où, quand on voit ce rond qui se forme sur l'écran ici, on peut se dire, oui, ce rond, il est dû au fait qu'il y a un ensemble de rayons lumineux, tous provenant du même point S, donc ça décrit un cône, ça forme un cône dans l'espace. Ce cône, ça s'appelle, on va l'appeler faisceau lumineux. Et ce cône est constitué de rayons infiniment fins, c'est-à-dire de segments de droite infiniment fins. Voilà, une infinité de segments de droite infiniment fins partant du point S. Ça, ce n'est qu'un modèle. Alors pourquoi est-ce que vous voyez pourquoi ce n'est qu'un modèle? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans ce modèle-là si on change un tout petit peu les conditions expérimentales?
qu'est-ce qui se passe, hein, plus précisément, si je diminue beaucoup le trou, la taille du trou ici, j'ai fait un trou circulaire, un petit trou circulaire dans un carton, si je diminue beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est pas complètement faux, mais en général, on n'appelle pas ça des interférences, c'est de la diffraction. Hein, on parle plutôt de diffraction dans ce cas-là. Mais ce n'est pas complètement faux. Donc, on va observer de la diffraction. Ça veut dire qu'on ne peut pas isoler un rayon en réalité. C'est une vue de l'esprit qui est commode pour comprendre comment se forment les images en optique géométrique. Mais on ne peut pas l'isoler réellement, le rayon. Voilà. Donc, je vais vous le dicter, ça va me reposer un petit peu. C'est quand même une hypothèse fondamentale de l'optique géométrique. Hein. En gros, je vous le dis rapidement, puis je dicte ma phrase. En gros, on va admettre que la lumière se propage suivant des lignes droites, hein, infiniment fines. Donc, vous écrivez interprétation. Interprétation dans un milieu homogène. Alors, homogène, ça veut dire quoi, hein? C'est partout le même. Hein. Dans un milieu homogène, la lumière se propage suivant des droites appelées rayons lumineux. Dans un milieu homogène, la lumière se propage suivant des droites appelées rayons lumineux. Voilà, ce n'est qu'un modèle. Hein. Donc, vous pouvez mettre en dessous égal modèle. Et on remarque, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, il est impossible d'isoler un rayon lumineux. En réalité, la diffraction ne permet pas d'isoler un rayon. Bon, application immédiate de cette propagation rectiligne. Je vais effacer ça, sinon j'ai plus de place. Donc toujours dans le même paragraphe grand C. Application. Mais il fut un temps où il n'y avait pas d'appareil photo numérique, il y avait des appareils photo argentiques, mais encore avant, il y avait des appareils photo qui n'avaient pas d'objectif avec des lentilles. On avait des boîtes qui étaient percées d'un tout petit trou. Ça s'appelait des sténopées. Alors, le principe du sténopé, application sténopé, hein, donc début du XXe siècle. Vous avez un écran bien opaque percé d'un petit trou. Alors, si vous voulez le faire chez vous, ça ne coûte pas cher. Prenez une carte postale, un truc bien opaque, un carton, hein, et vous le percez d'un trou. Hein. Derrière, vous créez une boîte. Alors une boîte, prenez un rouleau de sopalin, un rouleau de PQ, bon, collez derrière. Voilà, vous faites une boîte comme ça, qui soit aussi opaque. Hein, vous prenez du carton. Et puis au fond de cette boîte, vous mettez un morceau de papier calque, par exemple, quelque chose de transparent, mais presque transparent, mais légèrement diffusant. Hein. Donc moi, c'est ce que je vais appeler un écran, mais si vous voulez le faire concrètement, vous prenez du papier calque. Et puis, vous mettez un objet devant. Alors, un objet, bon. Allez, je vais me lancer, prenez un petit animal comme ça. Je m'inspire de ce que mes enfants regardent à la télé. Mais je vais vous faire la confidence, hein, le dites à personne, moi au brevet des collèges, quand j'étais petit, il y avait épreuve de dessin, hein, je n'ai pas eu la moyenne. Donc vous le ferez à chaque fois que je me lance là-dedans, bon, vous faites semblant de reconnaître le truc, et puis après, bon, vous le faites mieux sur votre feuille. Donc mettons que vous ayez cet objet-là devant votre appareil photo rudimentaire. Hein. C'était comme ça que ça marchait.
bien qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on peut voir quelque chose ici? Pardon? Voilà, on va le voir à l'envers. Alors pourquoi? Eh bien, si vous pensez à la propagation rectiligne de la lumière, vous prenez n'importe quel point. Par exemple, bon, ici, je l'ai fait un peu grand. Il faudrait que je... Bon, voilà, je vais prendre un point là en bas, puis un œil. Hein. Voilà. Bon, vous imaginez que ici, voilà, cet œil-là, hein, si je prends le point là au centre de l'œil, eh bien, il va émettre de la lumière. Plutôt, il va réémettre la lumière du soleil, mais enfin, ça revient au même. Il va émettre de la lumière, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette lumière va être émise a priori dans toutes les directions, mais elle va être obligée de traverser, pour rentrer dans la boîte, elle va devoir traverser par ce petit trou. Donc, ici, le rayon lumineux correspondant, il va frapper le papier calque ici. Si vous prenez un point qui est plutôt au niveau du menton, alors peut-être le rouge, vous ne voyez pas, hein. J'aurais pas dû prendre du rouge. Voilà. Si vous prenez un point qui est plutôt au niveau du menton, ben voilà, ce point-là va émettre de la lumière dans toutes les directions, mais pour entrer dans la boîte, il va devoir passer par là. Et le rayon lumineux correspondant, il va venir frapper ici. Donc vous comprenez que vous aurez plutôt les points correspondant aux oreilles, si ça rentrait là, il viendrait se former ici, plus vers le bas, hein, dans la boîte. Donc vous aurez effectivement une image renversée. Alors ce n'est pas ce qu'on va appeler en fait une image au sens de l'optique géométrique, mais vous aurez quelque chose qui ressemble à l'objet et qui apparaîtra renversé. Bon, je ne me lance pas dans le détail. Déjà qu'à l'endroit c'est dur pour moi, à l'envers j'y arriverai pas. Bon, alors voilà le principe. Non, ça existe encore. Hein, j'ai eu la surprise de voir que ça existe encore. Vous avez des appareils photo asténopés. Hein. Alors l'avantage de ces appareils photo, c'est que si vous mettez l'objet très loin, ben l'image que vous aurez ici sera encore nette. Que l'objet soit près ou loin, ça ne change pas grand-chose sur la netteté. Hein. Donc vous avez quelque chose qui n'est pas vraiment reproductible facilement avec un appareil photo à lentille. Bon. Donc j'ai fait un petit exercice hein, pour vous entraîner aux applications numériques, aux théorèmes de trigonométrie, les théorèmes de géométrie plane du genre Thalès ou Pythagore. Il y a un petit exercice corrigé que j'ai fait à partir du sténopé. Alors ça c'est donc ça a été utilisé au début hein, des appareils photo, il n'y avait pas de lentilles. Maintenant, il y a quand même, si on veut critiquer, il faut toujours arriver à se critiquer. Hein. Si on veut critiquer un petit peu ce schéma, bon, vous voyez, je l'ai fait à la main déjà, bien sûr. Hein. Vous avez des règles. Alors, quand vous faites des schémas en optique géométrique, vous prenez systématiquement, vous débrouillez pour choisir deux points qui soient bien alignés, ça marche mieux, et vous mettez votre règle entre ces deux points-là. Hein. Vous faites tout bien à la règle. Voilà. Faut que ce soit propre hein, pour avoir des prévisions correctes. Maintenant, si on veut critiquer ce schéma, là j'ai dit que j'avais un petit trou, mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer? De quoi je ne rends pas compte dans ce schéma-là? Est-ce que par exemple l'œil, le centre de l'œil, ne va produire qu'un point infiniment fin sur le... Voilà, on aura encore comme tout à l'heure, on aura en fait un cône. Imaginez que ça c'est le centre de l'œil du lapin. Ben, même si j'ai fait un petit trou, vous aurez sur l'écran vous aurez un disque. Hein, et donc vous avez une certaine résolution associée. Hein. Donc évidemment, si on veut avoir une tâche ici la plus petite possible pour avoir une meilleure résolution, ben, ça veut dire que le trou, il faut qu'il soit fin. Quel est le problème si le trou est extrêmement fin? Si on réduit beaucoup la taille de ce trou, voilà, il n'y a plus de lumière. Donc, le problème, c'est qu'il y a un choix à faire entre la lumière et la résolution. Donc, si on veut avoir une résolution correcte, avec un appareil comme ça, il faut attendre longtemps. Donc, en général, ces appareils, on les utilise plutôt pour des paysages, quand ça ne bouge pas. Quand ça ne bouge pas, ça peut marcher très bien. On peut faire un temps de pause de 10 minutes. Voilà, ce sera toujours le même paysage. Et donc, vous pouvez avoir une résolution correcte en gardant un trou très fin. Typiquement, les trous qui sont utilisés sont de l'ordre du dixième de millimètre.
peu de lumière, mais s'il y a un temps de pause suffisamment long, c'est bon. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect technologique. Alors bien sûr, si on veut avoir plus de lumière, bah, l'idée c'est quoi? C'est de remplacer le trou par une lentille. Le rôle de la lentille, bon, on va le détailler après, ça va être justement de concentrer les rayons de telle sorte qu'on ait quand même un point ici au lieu d'une tache. Alors, en biologie d'ailleurs, si ça vous intéresse un petit peu, c'est assez phénoménal les progrès qu'on a pu faire sur la compréhension de l'évolution du vivant. Vous savez, au XIXe siècle, Darwin avait compris que les espèces évoluaient par sélection naturelle. Il y a une des choses qu'on ne comprenait pas, c'est comment s'était formé l'œil. Parce que l'idée, c'est qu'il y a une petite mutation. Cette petite mutation, si elle apporte un avantage à l'espèce, eh bien, cette espèce va survivre beaucoup mieux que les autres et va se reproduire, etc. Un contre-argument qui s'est posé longtemps pour Darwin lui-même, c'est comment se fait-il que l'œil puisse apparaître d'un coup? C'est extrêmement compliqué l'œil, on va voir un petit peu après comment ça marche. Ça ne peut pas apparaître d'un coup, quelque chose comme ça. Il manque des étapes intermédiaires. Et on ne voit pas, a priori, on ne voyait pas à l'époque, en tout cas, les étapes intermédiaires. Bon, il faut savoir que ça a été reconstitué depuis lors. Et par exemple, il y a des animaux, on a découvert qu'il y a des animaux qui marchent avec des sténopés. Vous avez le nautile, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de nautile, c'est un animal marin. Le nautile, il a un œil en sténopé. Et puis on a découvert qu'il y a des cellules, des organismes monocellulaires qui possèdent à la surface de leur membrane des pigments dans lesquels on trouve de l'opsine. Et l'opsine, c'est ce qu'on a aussi dans l'œil, au niveau de la rétine. On a différentes variétés d'opsine. Bon, et donc on retrouve toujours d'ailleurs les mêmes variétés. On a réussi à comprendre comment avait évolué l'œil. Donc d'abord, vous avez vu des animaux qui avaient ces pigments juste en surface. Donc ça leur permettait de savoir quand il faisait jour, quand il faisait nuit, donc, le rythme circadien. Et puis, peu à peu, vous avez eu des animaux dans lesquels ces pigments étaient dans une petite cavité. Alors, est-ce que vous voyez, qu'est-ce que ça peut apporter comme avantage d'avoir ce pigment photosensible dans une cavité plutôt que comme ça en surface? Pourquoi ça c'est mieux? Pourquoi on survit mieux quand on a un pigment comme ça, à votre avis? Il y en a qui voient? Une idée, c'est pas évident. Alors il peut être protégé, ça c'est une raison, mais ce n'est pas la seule. Voilà, c'est ça, exactement. Imaginez que vous avez un prédateur qui arrive par la gauche. Donc ce gros prédateur là, il va faire de l'ombre ici. Donc réaction de l'animal ou de la cellule, hop, elle va se carapater n'importe où. Donc si elle a de la chance, c'est là, et puis si elle n'a pas de chance, elle va rentrer dans la gueule du prédateur. Bon, et bien ici, il y a quand même un indice de plus. Si vous avez votre gros prédateur qui est ici, l'ombre, elle va se faire là. Enfin, vous avez ici, vous aurez de la lumière, et ici, je le refais un petit peu au-dessus. Voilà. Ici, vous n'en aurez pas de la lumière. Imaginez que la lumière arrive de derrière. Là, vous n'avez plus de lumière. Là, vous en avez. Donc, à partir de ça, l'animal, il peut déjà savoir d'où vient le danger. Qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Oui. Donc, on a reconstitué ces choses-là biologiquement à partir des molécules. On est arrivé à retracer, grosso modo, l'évolution de l'œil jusqu'à aujourd'hui. Bon, je reviendrai après sur l'œil, puisque pour bien comprendre l'œil, il faut bien comprendre les lentilles. Voilà, le principe du sténopé. Si ça vous intéresse, vous allez si vous vous intéressez un peu à la biologie, vous allez sur Wikipédia, il y a l'histoire évolutive de l'œil. C'est passionnant. Grand D, mais je vais juste mettre le titre, parce que ça sera dans le polycopier, c'est que de la culture générale. Source lumineuse. Bon, ça sera uniquement intéressant pour le TP. Je ne vais pas vous poser de questions là-dessus en devoir. Et donc, voir le polycopier, en principe, c'est que des choses que vous avez vues dans le secondaire. Voilà, je vais passer à quelque chose de plus quantitatif. Les lois de la réflexion et de la réfraction.
vous connaissez le collège quand vous donne ça. Mais on va le faire. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le grand 2, précise. Alors, loi de la réflexion. Imaginez, vous avez un rayon lumineux qui parvient sur une surface à peu près lisse. Donc ici, voilà, je vais dessiner quelque chose quand même en perspective. Voilà, je parle d'une surface à peu près lisse pour rester dans des conditions simples. Si vous avez une surface un peu rugueuse, par exemple, prenez une feuille d'arbre, vous avez un rayon lumineux qui arrive sur la feuille, et bien la feuille elle va renvoyer le rayon un petit peu dans toutes les directions, ce qu'on appelle une réflexion diffuse. Alors c'est dû à quoi? C'est dû au fait que sur la feuille, il y a plein de petites irrégularités de surface, et donc ça complique les choses. Là, on s'intéresse au cas d'une vitre, par exemple. Donc une surface lisse. Donc vous avez une vitre ou bon, à la limite une plaque en métal. Comme un miroir. Voilà. Et vous avez un rayon qui arrive dessus. Alors qui arrive, c'est-à-dire qui est incident. Je vous rappelle le vocabulaire de base. Rayon incident. Et en rouge, vous ne voyez rien, je pense. Donc je vais le faire en blanc. Rayon incident. Alors, pour ne pas trop compliquer les choses, on définit à partir de... Oui. Juste par rapport aux vitres. Oui. Parce qu'il y a des vitres que, par exemple, à l'intérieur de la maison, on voit ce qui se passe dehors. Et par contre, il y a les vitres qui sont à l'extérieur, les personnes qui sont dehors, ils vont voir. Oui. Comment ça marche? Alors, vous avez, à chaque fois que vous avez un rayon lumineux qui arrive sur une vitre, vous avez une partie qui est réfléchie et puis une partie qui est transmise. Oui, mais les gens qui sont dehors, Oui. ils voient personne à l'intérieur. Donc, Oui. toute la lumière, elle est réfléchie. Voilà, alors, non, c'est pas toute la lumière qui est réfléchie, c'est simplement que votre œil, il est sensible à ce qui est le plus lumineux. Donc, si vous avez la partie réfléchie qui est bien plus importante que la partie qui est transmise depuis l'intérieur, ben, votre œil ne voit que la partie réfléchie. Alors, si on veut rentrer dans le détail, ça vous le ferez plutôt en deuxième année. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de l'angle d'incidence, que je n'ai pas encore défini, eh bien, l'intensité de l'onde réfléchie n'est pas la même. D'ailleurs, plus vous êtes en incidence rasante, c'est-à-dire plus vous êtes proche de la plaque, de la vitre, plus l'intensité réfléchie est grande. Voilà, c'est là que se produit ce phénomène. En général, quand vous êtes devant une vitrine, vous êtes devant un magasin de chaussures, tout droit, vous voyez les chaussures. Si vous regardez en incidence rasante, ben là, vous ne voyez plus rien, vous voyez le reflet sur la vitre. Donc ici, à partir du moment où j'ai défini mon rayon incident, ben, j'ai un point de contact entre le rayon incident et la plaque, le milieu où éventuellement l'indice de réfraction change. Ce point, ça s'appelle le point d'incidence. Allez, en général, on note I comme incidence. Je note déjà le vocabulaire, point d'incidence. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rayon qui traverse. Mais pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Pour décrire les choses simplement, eh bien, on définit, en ce point-là, on définit la perpendiculaire à cette surface lisse, approximativement plane. Pas besoin qu'elle soit plane, mais au moins localement, elle est approximativement plane. Ça veut dire qu'on peut définir la direction perpendiculaire à ce plan, qu'on appelle la normale. Donc, je représente, allez, en bleu, je représente en pointillé la direction perpendiculaire qu'on appelle la normale. Alors, s'il s'agit d'une vitre, il s'agit dans ce cas d'une séparation entre l'air, milieu transparent d'indice 1, le verre, milieu transparent d'indice 1,33, 1,5, souvent pour le verre. Et si j'ai cette transition entre deux milieux transparents d'indices différents, j'appelle ça un dioptre en général. Cette surface de séparation s'appelle un dioptre. Mais là, je parle de plaque métallique. Alors, dans ce cas-là, en général, on n'utilise pas ce mot-là. Bon, ben, que dit la loi de la réflexion, qui est connue depuis l'Antiquité? C'est que le rayon réfléchi, qui existe toujours, plus ou moins intense, mais il existe toujours. Le rayon réfléchi, il appartient
au plan formé par la normale et le rayon incident. Donc, ça, c'est le rayon réfléchi. Ça, vous pouvez l'écrire en rouge, hein, mais moi, il faudrait que j'évite le rouge parce que j'ai remarqué qu'on ne le voit pas trop du fond, en tout cas. Donc, ce rayon réfléchi, il appartient à un plan auquel on donne un nom. En général, on l'appelle le plan d'incidence. Donc, je vais commencer par le définir. Par définition, delta définition, le plan d'incidence, c'est le plan qui contient la normale et le rayon incident. P égale plan d'incidence égale plan contenant le rayon incident et la normale. Voilà. Je ne regarde pas toujours l'heure, c'est à 4h15, hein, vous m'arrêtez. Et la normale. Bon, eh bien, la première loi de la réflexion, elle consiste à dire que le rayon réfléchi, il appartient aussi au plan d'incidence. Hein. Donc, première loi, le rayon réfléchi appartient à ce plan d'incidence et qui plus est, l'angle formé entre la normale et le rayon réfléchi, c'est le même que l'angle entre la normale et le rayon incident. Ce qui fait que c'est pratique de donner des noms. En général, on l'appelle I, l'angle d'incidence. L'angle réfléchi, ben, on l'appelle grand R souvent. Et ben, on va dire que I égale grand R. L'angle d'incidence, c'est l'angle de réflexion. Hein, donc, il n'y a pas plus simple. Voilà. Bon, ben, à partir de ça, à partir de cet exemple tout simple, on peut commencer à travailler sur la notion d'image, d'objet et d'image. C'est la notion de stigmatisme. Toujours sur la réflexion. Hein. Alors, on va prendre un miroir et on va se demander où est placée l'image d'un objet ponctuel. On va prendre pour l'instant que des sources ponctuelles. Donnée, donc image donnée par le miroir. Voilà. Alors, je prends une source ici, je vais appeler S en général. Dans ce paragraphe-là, la source. Et je voudrais savoir ce qui se passe. Mettons que S, ce soit votre œil. Hein. Voilà. En fait, vous vous regardez dans le miroir. Je vous fais un gros œil ici. Et je veux savoir où est l'image. Hein. Donc, c'est le point S. Hein. Ça peut être le centre de votre pupille. Bon, je fais une petite croix pour le point S. Et je veux savoir ce qu'on envoie à travers le miroir, en appliquant la loi de la réflexion. Oui. Voilà. Alors, ce que vous avez appris, acquis, compris, c'est que S a une image par le miroir, et cette image est symétrique du miroir. Symétrique du point S par rapport au miroir. Bon, alors la question, c'est qu'il faut le démontrer maintenant, à partir de la loi que je viens de donner. Alors, ce n'est pas compliqué, hein. Ça peut vous sembler compliqué, mais vous ne savez pas vraiment, mais il faut le faire rigoureusement, sans affirmer des choses que vous n'avez pas démontrées. On essaie d'utiliser à chaque fois les lois qu'on vient de voir. Oui? Je peux dire que S est en face du miroir. Alors, en face, oui, mais alors vous prenez n'importe quel point, on pourra toujours considérer qu'il sera en face. Alors, dans cet ordre d'idées, peut-être que ce à quoi vous pensez, c'est que S émet des rayons dans toutes les directions, mais notamment dans la direction perpendiculaire au miroir. Voilà. Donc, effectivement, on peut commencer par ça. Donc, voilà, vous faites un rayon. Alors, je vais éviter les rayons rouges parce que je crois qu'on ne voit rien. Un rayon particulier qui arrive vraiment à la normale du miroir. Donc vous voyez, c'est vraiment, on part de choses très simples que vous avez vues au collège, mais bon, là on commence à faire un petit raisonnement. Il ne faut pas se décourager, il faut être sûr de ne pas affirmer des choses que vous n'avez pas démontrées avant. Hein, on se sert d'un théorème, d'un résultat.
jusqu'au bout. Donc, voilà, vous avez un rayon incident comme ça. Alors ici, que vaut l'angle d'incidence pour ce rayon-là? Réfléchissez une seconde. Vous voyez, vous avez ici le miroir, il est vertical, comme ça, hein, perpendiculaire au tableau. Voilà, l'angle d'incidence, il vaut 0, puisque la normale, c'est justement donné par cette direction bleue. L'angle d'incidence vaut 0, donc l'angle de réflexion vaut 0. Ça veut dire que la lumière repart suivant la normale. Hein, ça ne vous surprendra pas. Alors, je la décale un tout petit peu. Le rayon, bien sûr, c'est le même. Hein. Je le décale un tout petit peu pour faire comprendre que il repart dans la même direction. Bon, alors maintenant, si je prends un rayon un petit peu décalé par rapport à ça, allez, je le fais en vert. Toujours à partir de la source ponctuelle S, qui envoie des rayons dans toutes les directions. Voilà. Je fais un rayon qui part comme ça. Bon, alors j'ai un nouveau point d'incidence, je peux l'appeler I. Le premier, qui est en fait un projeteur orthogonal, je vais l'appeler H. Et je sais que, c'est la loi de la réflexion, je sais que par rapport à la normale, au point I, je vais avoir une réflexion telle que l'angle de réflexion soit égal à l'angle d'incidence, c'est-à-dire que cet angle-là est égal à celui-là. Bon, alors, si vous avez votre œil, là, hein, imaginez un gros œil, je suis obligé de dilater beaucoup ma figure hein, verticalement. Imaginez donc votre œil voit, je le fais encore plus gros, voit cet ensemble de rayons émergents hein, provenant du même point S. Point S, source ponctuelle est là. Voilà. Et votre œil, il capte l'ensemble de ces rayons. Voilà. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un point lumineux qui est où? À l'intersection de ces deux rayons émergents qui correspondent à des rayons incidents émis par le point S. Donc, il voit quelque chose qu'on va appeler l'image de S par le miroir à l'intersection de ces deux rayons émergents. Alors, je dessine ça ici. Voilà, je fais la prolongation, je dessine ici, mais vous faites bien la règle. Le prolongement de ce rayon-là. Alors, je le fais en pointillé parce que ce n'est pas un rayon réel. Hein. C'est juste le support, ce qu'on appelle le support en optique du rayon. Et puis, je dessine aussi le prolongement du rayon bleu. Voilà, votre œil a l'impression qu'il y a ici, au niveau d'un point qu'on va noter S', qu'il y a ici un point lumineux qui lui envoie directement deux rayons, le vert du dessus et le bleu du dessous. Donc, il imagine qu'ici, il y a bien quelque chose de lumineux. Ce quelque chose qui n'existe pas vraiment, on l'appelle image par le miroir du point source objet S. D'accord? Donc, on va déjà noter ça. On va appeler S', c'est l'image de S. Et au fait, on dit à l'inverse que S, c'est l'antécédent avec un A, antécédent de S'. Alors, la question qui se pose, c'est où est situé ce point S'? Donc, avec un peu d'intuition ou un peu de mémoire, vous savez que S' est symétrique de S par rapport au miroir. Démonstration. Allez, je vous laisse réfléchir 30 secondes sur la démonstration. C'est ça a l'air simple, mais c'est simple d'ailleurs, hein, mais il faut le faire. Allez-y. Si je vous demandais en devoir démonstration de ça, démonstration géométrique du fait que S' est bien symétrique de S par rapport au miroir, qu'est-ce que vous diriez? Vous rajoutez des petits, pensez aux égalités d'angle, je sais pas moi, angle alterne interne, des choses comme ça, des longueurs identiques. Il faudrait arriver à montrer précisément que SH, c'est pareil que H. Ce qu'on sait d'avance, effectivement, c'est que le point S', le point H et le point S sont alignés. Hein? Pourquoi on le sait? Parce qu'on a montré que le rayon émergent ici, il repart dans le sens du rayon incident, c'est-à-dire suivant la normale. Donc on sait déjà que S',
Avec les angles, oui, mais je ne dis pas que c'est compliqué. Mais encore faut-il rajouter quelques petits signes peut-être sur le schéma pour le prouver. Voilà. Vous voyez, c'est là, c'est bien, hein, je pense que vous avez compris, mais bon, c'est là qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu nouveau par rapport à ce que vous faites au lycée. Moi, je vous demande là une petite démonstration, c'est pas long, mais encore faut-il voir qu'il y a des choses à dire, quelques petites choses à dire. Bon, je vais le faire quand même, parce qu'on aura tous les TD et vous aurez tout votre temps, façon de parler, pour travailler ça après. Mais par exemple, ici, bah, vous voyez là, c'est pareil que celui-ci. Cette droite-là qui est normale à ce plan-là, elle est parallèle à celle-là. Donc ici, on a aussi le même angle. Ensuite, ici, on a une droite pointillée verte et une droite bleue qui sont parallèles. Donc ici, on a le même angle que là. Et ici, on a 90 degrés. Ici aussi, on a 90 degrés. Ce qui fait que les triangles SHI et S'HI ont un angle en commun, deux angles en commun, donc aussi trois angles en commun. Donc ce sont des triangles semblables. Non seulement ce sont des triangles semblables, mais en plus ils ont un côté en commun. Donc ce sont des triangles identiques. Si ce sont des triangles identiques, ils ont tous les côtés en commun. HS' est donc aussi égal à HS. Allez, je le mets en abrégé, hein, juste une ou deux étapes. Mais vous voyez, c'est de la géométrie élémentaire. Il faut quand même penser à décomposer en étapes. Hein. Donc vous avez S, H, I et S', H, I sont semblables parce qu'ils ont les mêmes angles. Hein. Donc l'un pourrait avoir les mêmes angles que l'autre mais être plus grand, hein. Ils seraient homothétiques l'un de l'autre. Ben, ce n'est pas le cas parce qu'ils ont en plus un côté en commun qui est HI. Avec HI en commun, donc triangles égaux. S'ils sont égaux, ça veut dire qu'ils ont aussi tous leurs côtés en commun. Autrement dit, SH est égal à HS'. Voilà, donc on sait d'avance, on savait que S' était aligné avec S et H, qui sont tous sur la normale. Et en plus, on sait que c'est à la même distance. Et c'est ça, en fait, qui justifie la notion d'image. Alors, pourquoi? Parce que cette démonstration que je viens de faire, je viens de la faire avec n'importe quel point I. Ça veut dire que si je la fais avec un point J, mettons ici, voilà, j'ai un rayon lumineux incident sur le miroir, enfin sur la plaque métallique, ben je sais qu'il va rebondir de telle sorte que si j'ai mon œil ici, ce rayon semblera provenir du même point, image S'. Autrement dit, tous les rayons incidents sur le miroir vont rebondir sur ce miroir, vont émerger, comme ça qu'on dit en optique géométrique, vont émerger du système optique, qui est ici le miroir, de façon à sembler provenir d'un unique point, et cet unique point, c'est S'. Alors, si c'est le cas, quand c'est le cas de manière générale pour un système optique, ça c'est un cas vraiment idéal, quand tous les rayons sont comme ça, c'est-à-dire quand tous les rayons incidents donnent des rayons émergents qui semblent provenir d'un même point, le point S', on dit que le système est parfaitement stigmatique. C'est ça la propriété de stigmatisme, et donc là on vient de démontrer qu'en l'occurrence le miroir plan est parfaitement stigmatique. Donc, je l'écris. Donc, tous les rayons émergents du miroir semblent provenir du même point S'. Voilà, comme ils semblent exactement provenir tous du même point S', on dit que le système est parfaitement stigmatique.
le miroir plan est parfaitement stigmatique. Bon, alors il faut se rendre compte que c'est extrêmement rare ces cas-là. En fait, il n'y a quasiment que dans ce cas-là qu'on peut obtenir des couples de points comme ça, objet et image, qui sont parfaitement définis. Dans tous les systèmes optiques intéressants, tous les systèmes basés sur des lentilles notamment, ou sur des miroirs sphériques, des miroirs paraboliques, pour tous les autres systèmes, eh bien, il n'y a que quelques points particuliers pour lesquels ça marche, mais en général, ça ne marche pas exactement. Alors, on détaillera un petit peu, mais ça va marcher approximativement, c'est-à-dire qu'on va former des images approximatives. Suivant le rayon incident, eh bien, l'image S' ne sera pas toujours exactement au même endroit. Donc, on a, dans ce cas-là, un stigmatisme approché. Voilà, un cas extrêmement rare de stigmatisme parfait pour tous les points. Oui? Pour les miroirs plans. Voilà, plat. Dès que vous avez un miroir, par exemple les miroirs de maquillage qui sont sphériques ou paraboliques, eh ce n'est pas tout à fait vrai. Donc il y a des défauts, il va y avoir des défauts géométriques. On va voir ça après. Alors, pour ce qui est des notations, donc j'ai dit S, c'est l'antécédent de S'. Une petite remarque, je ne vais pas vous le faire écrire, c'est dans le polycopier, et puis ce sera plus intéressant pour les lentilles, mais on dit dans ce cas-là que S' c'est une image virtuelle. Alors pourquoi c'est une image dite virtuelle? Virtuelle, ce n'est pas une image réelle. En ce sens que ici, S', ce n'est pas défini par l'intersection de vrais rayons lumineux. Ici, ce n'est pas un rayon lumineux, c'est juste la direction du rayon émergent, du rayon qui ressort du système. Mais ici, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, ou il y a ce qu'on veut, il y a un mur. Donc c'est juste une direction, ce qu'on appelle le support du rayon émergent, qui définit la position de S'. Donc en ce sens, S' est une image virtuelle. S est bien un objet réel, parce qu'il émet effectivement des rayons lumineux réels. On peut mettre un écran ici, on voit bien de la lumière. Ici, vous ne mettez pas d'écran. Vous ne voyez rien si vous mettez un écran. Voilà, image virtuelle, objet réel. Je détaillerai ça dans le cas des lentilles. Pour les notations, il y a une notation algébrique qui va être importante dans les cas un petit peu plus compliqués. Je l'introduis déjà. C'est donc la notation algébrique que vous connaissez d'ailleurs en fait, je crois, de première S. Notation algébrique. Ce que l'on vient de démontrer, donc le point H est au milieu entre S et S'. Ça peut se noter en dessinant un axe. Alors souvent en optique géométrique, on va placer des éléments comme des lentilles, système centré, il va y avoir un axe de symétrie de révolution. On va placer nos éléments successivement de gauche à droite. Souvent, on va faire arriver la lumière depuis la gauche. Si on ne vous dit pas sur un schéma, c'est que la lumière arrive depuis la gauche. C'est la convention de tout le monde. Donc, ici, on rencontre d'abord le point source S, ensuite on rencontre de gauche à droite le point H, et ensuite on rencontre S'. Bon voilà, je mets un axe, allez, je ne vais même pas noter cet axe, mais je vais dire que de gauche à droite, c'est le sens positif. À partir de ça, on définit des valeurs algébriques, donc que vous connaissez peut-être aussi pour les mathématiques. Ça, je n'ai pas trop suivi l'évolution des programmes de maths, mais vous allez me dire tout de suite si vous connaissez. On dit que la distance algébrique SH est positive, et elle vaut d'ailleurs la distance SH. Cette distance algébrique, elle est égale à la distance algébrique HS', puisque H est au milieu. Voilà. Donc par exemple, s'il y a 10 cm entre S et H, la distance algébrique SH, c'est plus 10 cm. Par contre, si j'écris ceci, HS, ça veut dire que je me déplace sur cette droite de la droite vers la gauche, alors que le sens positif a été conventionnellement choisi de gauche à droite. Donc on dit que HS est négatif. Et précisément, on écrit qu'en valeur absolue, c'est la même chose que SH, et donc HS égale moins SH.
Bon, l'avantage, bien sûr, c'est une petite complication qu'on introduit par rapport aux distances seules. L'avantage, c'est que dans une formule, on peut avoir la position à gauche ou à droite. On peut savoir si l'objet ou l'image qui nous intéresse est à gauche ou à droite d'un certain point de référence. Donc, précisément, ici, on va écrire que, voilà, ça, on peut considérer que ceci, c'est ce qu'on appelle une relation de conjugaison. C'est-à-dire que ça nous donne la position d'une image quand on a la position de l'objet. Ceci, je peux l'écrire aussi, si j'ai envie, HS égale moins HS'. Bon, souvent on va partir de ce point-là pour écrire les relations de conjugaison d'un point central ou d'un point qui est dans le plan d'une lentille mince. Mais ça, c'est parfaitement équivalent à ça. Hein. Je l'écris où HS égale moins HS'. Ça ou ça, c'est ce qu'on appelle des relations de conjugaison parce que ça nous donne la position algébrique de S' quand on a la position algébrique de S. Donc ça, c'est un exemple de relation de conjugaison pour le miroir plan. Voilà. Oui. Il est possible de faire un lien avec la notation que vous faites là et la notation des conjugués sur les noms complexes Alors, non, alors il n'y a pas de lien avec les conjugués en complexe. Non. Est-ce que vous avez déjà vu ça, au moins en physique, en optique, en première S? Ah non. D'accord. Ben alors, si vous avez, hein, je répète, si vous avez par exemple 10 cm ici, eh bien SH c'est plus 10 cm, HS c'est moins 10. Alors, allez, voilà, il y a juste le signe dont il faut tenir compte. Par exemple, vous pouvez écrire que SH plus, ou alors, allez, un exemple comme ça, SS', je fais un dernier, puis on verra bien dans l'utilisation hein, pour les lentilles, SS' plus S', par exemple. C'est un peu comme les vecteurs et la relation de Chial. À votre avis, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça fait SH. Ça n'est vrai que en valeur algébrique. Si vous écrivez les longueurs, il serait complètement faux d'écrire ceci. Parce que SH est plus petit déjà que SS'. Bon, donc ça c'est faux. Ça c'est vrai, ça c'est faux. Ça va ou il y a un truc qui passe vraiment pas là-dessus hein? Donc là, par exemple, si on a 10 cm ici et là, eh bien, vous avez, par exemple, cette relation, elle s'écrit comment? Elle s'écrit plus 20 cm moins 10 cm égale plus 10 cm. Comme les vecteurs. Voilà, c'est comme pour les vecteurs. Hein, c'est la relation de Chial, mais imaginez que c'est comme pour les vecteurs, mais c'est juste sur une droite, hein, parce qu'on l'a défini pour une droite. Alors, en optique, il peut être aussi intéressant de savoir ce qui se passe à la verticale. Quand on s'occupe de grandissement, par exemple, on fait la même chose à la verticale, et dans ce cas-là, je ne l'ai pas encore fait, dans ce cas-là, on va prendre le sens positif conventionnellement vers le haut. C'est-à-dire que si vous avez un point A qui est ici et un point B qui est au-dessus, là, on va dire que AB est positif. Par contre, BA est négatif. Voilà. Ça, c'est pour la suite. Allez, rapidement, j'ai le temps de faire la loi de la réfraction, enfin au moins le schéma. Hein. Donc c'est le 3. Bon, donc je dessine une surface de séparation entre deux milieux transparents. Donc j'ai un milieu transparent
d'indice n, qui est au-dessus de ce plan. Donc vous imaginez un plan horizontal perpendiculaire au tableau. Au-dessus, j'ai par exemple de l'air, indice de réfraction à peu près égal à 1. Allez, je mets exemple R. L'indice de réfraction de l'air, c'est ça. Donc c'est quasiment égal à 1, mais on va toujours le prendre à peu près égal à 1. Et puis en dessous, mettons, j'ai du verre. Donc ici, j'ai N'. Exemple verre, indice de réfraction. Bon, il y a différents types de verre. 1,5. Voilà. Donc là, je représente l'intersection d'un plan horizontal qui constitue la surface de séparation entre ces deux milieux. Ce plan horizontal qu'on appelle le dioptre, il me permet de définir dioptre. Il me permet de définir le point d'incidence. Voilà, j'ai le rayon incident. Ah oui, pas en rouge. Rayon incident. Le rayon réfléchi qui existe toujours, mais je ne m'en occupe pas maintenant. La droite perpendiculaire au dioptre, que j'appelle encore la normale. La normale passe par le point d'incidence, que je vais encore noter I. Voilà, et je vais dessiner le rayon qui traverse le dioptre, qui passe de l'autre côté, et qui a changé de direction par rapport au rayon incident. Oui. Oui. Dans tous les cas, on a une réflexion. On a toujours une réflexion. Alors, ce dont vous parlez, c'est éventuellement ce qu'on appelle la réflexion totale. On va le voir après. Hein? Alors, pour un miroir métallique, il n'y a pas de rayon réfracté, parce que la lumière ne va pas se propager à l'intérieur du métal. Hein? Donc là, imaginez que vous avez un milieu d'indice n, milieu transparent, un autre milieu transparent, et je parle d'un rayon qui passe de l'un à l'autre. Alors, il pourrait arriver comme ceci, dans ce cas, il ressortirait comme ça. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on peut... Bah, venez me voir juste après, hein. N'hésitez pas à me voir. Bon, là, d'ailleurs, je n'ai pas de cours après. Hein. Si vous avez des questions, venez me voir. Hein. Pour des petits points de détail, des fois, ça peut vous débloquer. Donc, voilà, très rapidement, on note I, des fois I1, l'angle d'incidence. On note R, des fois I2, l'angle de réfraction. Et donc, à partir de là, eh bien, on peut écrire... Bon, ça va être l'heure, mais on peut écrire donc la loi de Descartes que vous connaissez depuis le lycée. Hein. N sinus I égale N' sinus R. Des fois écrit N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. C'est un petit peu plus symétrique, mais bien sûr, dans ce cas, il faut adapter les notations I1, I2 à la place de R, N1, N2. Hein. Donc, je ne vais pas l'écrire parce que je voudrais le faire bien. Je l'écrirai la prochaine fois. Mais ne vous empêchez pas de faire les premiers exercices corrigés qui sont sur Arch, qui vous font réviser aussi la loi de Descartes. Voilà.